Bonsoir, 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 comment ça va? Bienvenue à ce podcast. Si jamais, tout d'abord, le podcast précédent sera disponible, donc celui dont on parlait pour le mariage pour tous et toutes en Suisse, sera disponible sur ma chaîne YouTube ce soir à 20h. Donc n'hésitez pas, après avoir écouté ce podcast, bien évidemment, restez avec nous, passez un bon moment. Il sera disponible sur ma chaîne YouTube. Si jamais, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir dans le chat. On est les quatre à lire le chat. Donc, n'hésitez pas à donner vos indications, vos questions, vos questionnements et tout ce dont vous avez envie. Mais voilà, ce soir, avec qui êtes-vous ce soir? Ce soir, avec qui sommes-nous? Tout d'abord, nous avons... Je suis Sharon Spooky. Puis nous avons... C'est Annie Dolls. Et puis... Missa Michaels. Et je suis Elissa Fleur et ensemble nous formons... Same. Le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à vos oreilles. Alors, petit avis avant qu'on commence, on n'a pas la vérité infuse, hein. On va parler de nos expériences, on va parler de ce qu'on a vécu, de nos points de vue. Si vous avez des avis contraires à ce qu'on dit, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le chat. Nous, on le prend volontiers. Et le thème aujourd'hui qu'on a décidé ensemble, c'est tout simplement, comment est-ce qu'on commence le drag? Et puis du coup, là, je vais poser la question, mais en fait, quelle est la première chose, genre le premier truc que vous conseillerez à quelqu'un qui veut faire du drag? Je peux commencer? Oh, Vas-y, fonce. vas-y. Ma fille, fonce, Alors, ma fille. moi, je dirais, la plupart des gens maintenant qui commencent le drag, et ça a été le cas pour une bonne partie d'entre nous, c'était en regardant RuPaul's Drag Race, du coup, qu'on a découvert une première face de cet univers, qui est beaucoup plus large que ce qu'on voit à la télé, hein. On en a déjà parlé. Mais la première chose que je dirais qu'il y a à faire, c'est d'aller voir des drag queens locales et de voir ce qui se fait, d'aller à la découverte en fait de ce qui se fait dans ta ville, dans ton canton, dans ta région. Merci. Non mais merci, parce que ça c'est vraiment un truc qu'on oublie. C'est typiquement genre, je suis trop fan de drag. Et puis t'es là, tu connais des drags de ta région? Ah non, Si. moi je suis trop fan d'Alaska. Hein. Moi, trois drag queens locales. Non, mais je veux dire, non, mais c'est totalement vrai. Et puis, aller à la rencontre, et puis parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir aussi éviter, tu sais, les problèmes d'appropriation. Parce que tu vois, il y avait eu cette discussion, est-ce qu'une femme ou un homme ou un homme cisgenre hétéro peut faire du drag? Pour moi, oui, mais il faut juste que ce soit fait correctement. Et le meilleur moyen pour que ce soit fait correctement, c'est d'engager, c'est de partir à la rencontre de la communauté drag qui existe déjà sur place et de ne pas prendre la place de cette communauté qui est déjà bien installée. Aller à la découverte du message aussi que cette communauté elle véhicule, de comment on se comporte sur place, de quelles sont les pratiques. Clairement. De qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en présence d'une drague, parce qu'il y a des règles aussi. C'est clair. Mais ça, tu veux nous les rappeler, s'il te plaît? On ne touche pas la perruque, on ne touche pas les seins, on ne touche pas le visage, on ne touche pas les hanches, on ne fait qu'admirer la beauté qu'on a en face. C'est tout. Merci! Et Parce on qu'on demande l'oublie. quels sont les pronoms aussi. C'est important de demander quels sont les pronoms. Mais d'ailleurs... Oh, pardon, est-ce que je t'ai coupé? Vas-y. Comment est-ce qu'on fait la bise à une drag queen? Ah oui. Aussi. Comment? En fait, la bise à une drag queen, moi j'aime bien la décrire comme ça. C'est un peu comme tu fais du air guitare, sauf que là tu fais du air bise. En fait. Exactement ça. Sauf que c'était une question piège, parce que même le airbise est interdit à cause du Covid. Ah. En ce moment, je suis d'accord. J'avoue. Mais c'est une bise en Wi-Fi, quoi. Exactement. Le monde de Exactement. La bise avec distanciation sociale, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Mais du coup, mis à part ça, pour vous, c'est quoi qui a été le plus dur quand vous avez commencé le drag? Moi, ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'adage connais-toi toi-même. Pour créer mon personnage, parce que j'avais envie d'avoir un personnage avec une histoire, quelque chose qui m'aide
parce que j'avais un tout petit peu d'expérience dans le théâtre et il me fallait quelque chose qui aide mon personnage à avoir de l'aplomb, pas juste avoir l'impression d'avoir une belle créature ou une moche créature suivant ce que je fais. Euh, Mais vraiment d'avoir quelque chose qu'on me dit, ah ouais, ok, il y a quand même une recherche, il y a de la profondeur, c'est pas juste un look. Mhm, mhm. Pour D'autres- Alors moi, de c'est mon vrai qu'au côté, début, ça a qu'est-ce été... qui... Pardon. Oui, juste rajouter, c'est vrai que c'est ça pour moi qui a été la chose qui m'a fait le plus cogiter et où j'ai énormément pensé à comment je voulais construire tout ça. Je sais que c'est pas forcément le cas de toutes les dragues et c'est pas forcément moi qui ai raison. Du coup, je laisse la parole à Missa. Alors, de mon côté, qu'est-ce qui a été le plus dur? Alors, bah, avec Sharon a commencé un peu avant moi, euh, même bien avant, hein. Elle faisait du drag il y a une dizaine d'années, disons, dans le style animation de soirée. Puis après, la vie fait qu'on arrête à un moment et on reprend, pourquoi pas un jour, et c'était son cas. Et comme on vit ensemble dans la vie de tous les jours et en tant que drag aussi. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait peur? Parce que j'ai Sharon à côté quand même qui est, pour moi, à mes yeux, un monument en make-up par rapport à son expérience et à son meilleur ami dont elle parlera un petit peu tout à l'heure, qui est make-up artiste. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était le make-up et c'était de pouvoir transcrire sur mon visage avec du maquillage, des artifices, quelque chose de féminin parce que c'est vrai que j'ai un visage assez carré et apprendre à redessiner les traits pour adoucir et féminiser. Après, toute drague n'est pas obligée de chercher à tout prix à féminiser, hein. Ça, c'est chaque drague a son choix libre du type de drague qu'elle veut faire. Mais pour moi, c'était vraiment le côté un peu féminisé de visage qui m'intéressait. Et puis fantaisiser, je sais pas comment est-ce que dire, puis apporter un peu de fantaisie aussi, vu que mon personnage est aussi un peu une elfe, un peu fantaisiste. C'était plutôt de comprendre mon visage et ben, bien sûr franchir le pas d'un jour se dire mais pourquoi je ferais pas ça? Ça c'était difficile de se dire mais allez, faisons-le. Mais aussi voilà au niveau make-up de savoir ouais comment est-ce que je pouvais réussir à faire ce que je voyais dans les dragues. Alors bien sûr, c'était des dragues à la télé parce que dans les dragues de ma région, je ne connaissais que notre chère et magnifique Elissa Fleur ici présente. Euh, J'avais pas plus de culture drague que ça au niveau suisse romand en tout cas, jusqu'à ce que je rentre dans le milieu puis qu'on connaisse plein de monde, puis qu'on apprenne à connaître plein de monde. Mais ouais, c'est tout ça qui fait peur, c'est vouloir ressembler à ce qu'on voit, mais tu essayes, puis tu dis, ah, mais ça a l'air facile, tu fais, puis tu... Ah, mais en fait, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu sur cette photo, c'est laid. Donc, c'est un peu compliqué au début d'accepter euh, qu'on a toutes des capacités différentes et qu'on aura tout un certain rythme à avoir pour progresser là-dedans. Voilà. En théâtre, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on revienne sur le chat? Ouais, alors pour ma part, ce qui avait été le plus difficile au tout début, c'était vraiment ce qui était maquillage. Parce que moi, je ne m'étais jamais maquillé avant de commencer le drag. J'ai commencé le make-up il y a un tout petit peu plus d'un an, d'en faire régulièrement. Mais c'était justement Elissa qui m'a dit, tu peux venir sur scène, tu peux performer, mais tu dois te maquiller. Mhm, j'ai fait mon Et rôle de mère. je te remercie encore pour ça parce que j'ai dû apprendre à me maquiller. Alors évidemment, tu m'as aidé la première fois, mais c'est clair que j'ai dû bosser parce que j'ai dû apprendre à me maquiller en un mois et demi. Mhm. Et franchement, c'était galère au début, avant qu'on se fasse une petite séance entre drag queens pour partager un peu nos conseils et tout. Très honnêtement, je savais à peine ce que c'était du fond de teint. Je savais à peine ce que c'était un liner. J'avais jamais mis de faux cils de ma vie. Je savais pas. J'avais aucune idée de comment ça se faisait. Je m'y étais jamais intéressé. Et d'un coup, je suis passé de je ne m'intéresse pas à ça, je ne l'ai jamais fait, à il va falloir le faire et pas qu'un peu. Mais tu vois, telle mère, telle fille, parce que moi aussi le maquillage c'était le gros bordel. Et c'est justement pour ça que j'ai insisté, parce que je savais que le maquillage était... Enfin, moi ça a été l'horreur. Enfin, si vous voyez les maquillages que j'avais, j'ai toujours été hyper anxieuse par rapport à mon make-up depuis le début. D'ailleurs, House of Anus, si vous leur parlez de Elissa et son make-up... pour vous dire, sur le groupe WhatsApp de ma maison drag, donc du coup, à un moment donné, il y avait Tessa, donc Tessa Testicle qui est dans ma
dans ma house qui me disait j'ai tellement de photos de Elisa Busted que je sais plus quoi en faire. Donc voilà. Partage-les nous! Mais elles ont toutes disparu, je les ai toutes supprimées, tu crois quoi? Non, mais tout ça pour dire, parce qu'en plus, on en a parlé juste avant par rapport à la vidéo de Camus qui disait justement par rapport au maquillage que, en fait, le maquillage, ça demande énormément de temps, d'investissement et si on n'y arrive pas au premier abord, c'est normal. Faut pas se décourager parce que le maquillage, c'est pas la même chose, hein. Le make-up drag, c'est pas un make-up que tu fais tous les jours, par exemple, pour aller au travail. Le make-up drag, c'est vraiment un processus, c'est énorme, c'est énormément de trucs que tu te mets sur la gueule, il y a énormément de trucs à apprendre, énormément de produits, ça coûte de l'argent aussi et du temps, donc du coup, c'est normal au début de se sentir complètement Dépassé. sous l'eau. Ouais, exactement. Mais justement, la première fois qu'on avait fait du make-up ensemble, justement, tu m'avais montré plein de produits que je connaissais pas, parce que moi, je savais pas du tout quoi faire niveau make-up. Alors, j'avais commandé, j'avais trouvé quelqu'un qui vendait plein de produits qui étaient neufs. Enfin, c'était sur un site d'occasion, mais les produits étaient neufs. C'était quelqu'un qui les avait pas utilisés. Puis il y avait vraiment des produits de toutes sortes, et j'avais acheté ce pack énorme. C'était un gros carton de maquillage. Pour rien du tout, j'avais payé ça à 15-20 balles. Oui. Mais en fait, ça n'allait absolument pas pour ce qu'on en faisait, quoi. Mhm. Et j'ai pu tout remplacer par la suite. D'où se méfier parce que par exemple, si tu vas, si tu vas par exemple chez Kiko Milano ou dans d'autres enseignes make-up, les personnes qui sont en make-up, elles sont payées, elles sont formées pour aider la plupart du temps les femmes cisgenres à se maquiller. Et du coup, Ouais. il y a un biais énorme et nous, c'est pas du tout le make-up qu'on fait. Il y a des techniques qui sont semblables, il y a des choses qui sont semblables, mais ça n'a rien à voir avec le make-up drag qu'on fait. Tu vois, le fond de teint, ils le mettent, c'est du petit fond de teint que tu mets pour juste cacher les boutons. Nous, on y va à la truelle, tu vois, c'est vraiment le gros truc, splash, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à Kiko Milano. On était avec Missa une fois chez Kiko, où je sais plus, elle était peut-être pas juste là avec moi, mais et puis j'avais besoin d'un ou deux conseils sur des produits spécifiques parce que je connaissais déjà le make-up, mais pas la marque Kiko. Du coup, j'avais besoin d'un ou deux conseils pour m'aiguiller un peu mieux. Mhm. Et j'étais allé vers la vendeuse et je lui avais expliqué que c'était typiquement pour des make-up drag queen, etc. Et puis elle m'a regardé d'un air bizarre en fronçant les sourcils. Puis elle me dit, mais c'est quoi du drag queen? Et j'avais été tellement choqué que quelqu'un qui travaille dans le make-up ne connaisse pas l'art drag queen qui influence par moment, des fois tellement tout ce qui touche au make-up. Mais ça Et, influence et, et directement. oui, et je lui avais montré qu'est-ce que c'est les drag queens et sa première réaction, ça a été « Oh mon Dieu! » Mais comme typiquement, pour intervenir par rapport aux influences des drags dans le milieu du make-up, notre chère et magnifique Madame au gros fessier Kim Kardashian, c'est elle qui a remis au goût du jour le contouring. Mais ça vient des drags, le contouring, Mhm. à la Mhm. base. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier. J'irais même encore plus loin. Ça vient de la communauté afro-américaine de New York, principalement. Mhm. Ça vient Ouais, ouais. principalement. Tout à fait. Et ensuite, comme tu avais ces deux cultures, drag et ballroom, qui étaient l'une à côté de l'autre, qui se basaient, qui se mettaient ensemble, ben, du coup, en fait, tu avais les deux comment dire, qui s'influençaient, et du coup, les techniques sont passées de l'une à l'autre. Mhm. D'ailleurs, j'avais envie de dire un petit mot en ce qui concerne le make-up, un truc qui me tient énormément à cœur. Comme on disait tout à l'heure, j'ai un peu travaillé avec mon meilleur ami. Je vous mets le lien de son site internet qui vient de sortir, donc qui est make-up artiste et notamment spécialisé dans les effets spéciaux. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de travailler comme assistant sur certaines scènes avec lui. Et juste pour dire que le make-up,
En ce moment, j'ai l'impression qu'il est énormément dévalorisé parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'influenceuses qui se lancent comme ça sur Instagram et qui donnent l'impression, elles ont pour but de vulgariser, et elles ont raison, mais elles donnent l'impression que le make-up, c'est facile, que, comment dire, qu'il y a qu'à s'entraîner un petit peu, mais j'aimerais quand même rappeler que il y a des bases théoriques au niveau du make-up, il y a des bases au niveau du visagisme, de plein de choses qu'il faut acquérir au début, parce qu'on se rend vite compte que suivre un tuto sur Internet, c'est cool. Alors des fois on va réussir, des fois pas, mais que par la suite, si on veut voler de nos propres ailes, un peu créer les make-up qu'on a envie, qui sortent de notre imagination, on a besoin de ces bases théoriques, d'avoir un appui pour se dire, OK, ça je peux le faire, mais vu mon visage, je dois un peu l'adapter comme ça. C'est pour ça que moi, je suis complètement incapable de suivre un tuto en make-up de A à Z, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, non, là, ça va pas aller. Il faut que je me détache un petit peu de cette vidéo, de ce tuto, de cette idée, parce que il faut que je l'adapte à mon visage. J'y arriverai pas, sinon je vais me sentir coincé. Mais d'où l'importance de reglorifier un petit peu le métier de make-up artiste qui est souvent un titre un petit peu entre guillemets volé. C'est des études comme tout métier. Et malheureusement, je trouve qu'à l'heure actuelle, on se dit un petit peu trop facilement ben moua. Et, et c'est quand même des études qui peuvent durer des années. Voilà, je voulais juste, c'était mon petit coup de cœur, enfin mon petit coup de gueule et coup de cœur en même temps que j'avais envie de faire passer. Non, mais clairement, parce que sinon, après, tu te retrouves à dessiner des sourcils au stylo feutre. Ça, c'était Mais une il y a des pub drag pour queens Bob de de Drag RuPaul qui l'ont Queen. fait, hein. Bob notamment, si je me trompe pas. Non, non, Oui, il l'a Bob l'a mais fait. il a essayé, non, il a essayé de le faire. Il a suivi un tuto de comment elle s'appelle, Peut-être Ganache. Ganache. Ouais. Mais Ouais. et puis d'ailleurs, mais par rapport au make-up, il y a Jojo qui a rajouté un peu plus haut dans le chat. Surtout sur scène, tu peux pas porter du fond de teint de pharmacie, ça va couler MDR. Mais clairement, déjà aussi, c'est que mais c'est clair, mais je veux dire, tu sais, le drag, c'est quelque chose de scénique, donc tu vas aller sur scène, et donc tu vas avoir des gros projecteurs sur toi, et si ton make-up, il tient pas, s'il est pas bien poudré, s'il est pas truc, il va pas tenir. Et en plus, tu vois, tu peux pas faire ton make-up comme tu le fais sur Instagram, que pour une photo, parce que sinon, tu vas avoir l'impression que t'as aucun make-up. Le make-up drag, c'est justement exagéré pour qu'on puisse te voir depuis le fin fond des rangs, enfin, que l'audience, que le public puisse te voir, même s'ils sont au fin fond de la salle. Ce qui explique pourquoi pour beaucoup de drag queens, faire des scènes de jour, c'est très difficile. Parce qu'il faut Mhm. adapter énormément le make-up qu'on a l'habitude de faire, qui est très appuyé, qui est adapté à des salles avec une certaine obscurité. Et tout d'un coup, passer à un make-up de jour, tu te dis, oh mon Dieu, c'est ignoble, en fait, ça va pas du tout. D'où C'est l'importance de clair. vraiment adapter et puis d'anticiper son make-up en fonction de la soirée, de l'éclairage. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, en plus que l'aspect genre je fais une photo pour Instagram, quoi. C'est Ou vrai je fais que un TikTok. tu parles de l'éclairage de la salle notamment. C'est vrai que j'avais eu une fois une mauvaise expérience avec un make-up. C'était que ben, dans la salle où on avait fait le make-up, il y avait beaucoup de lumière un peu bleutée comme ça. Et sur toutes les photos qui sont revenues de la soirée après, ben, j'avais littéralement l'air d'un make-up. J'avais le visage tout métallique à cause de la Mhm. brillance des lumières avec le fond de teint que j'avais utilisé. Oh putain, Mhm. c'est Ouais, bah, horrible. t'es triste. Tu vois ça le lendemain sur les photos. Mhm. Non, mais clairement. Tout comme Euh, tout petit rajout de quelques secondes. Un make-up drag n'est jamais trop grand et c'est pas uniquement le fait de vouloir exagérer. Moi, je l'ai testé, bah, par exemple, à la scène de la drague attelloise où quand je me suis vu filmer depuis, on va dire, le milieu de la salle à peu près, j'ai remarqué que non seulement mon make-up n'était peut-être pas assez grand, mais en plus, je m'étais littéralement je suis désolé, mais péter le cul à faire plein de détails qui ne se voyaient absolument pas depuis le public. Ah, mais ça, les détails, c'est bien sur Instagram. Mais sur Instagram, Qu'on Tout n'est à pas tous fait. comme Hugues, hein. c'est clair.
Non, et Exact. le pire pour Sharon dans cette histoire avec le make-up de la drague athénoise, c'est que Sharon, moi je suis passé dans la première partie du show, hein, vu qu'il se divise en deux, puis Sharon est passée dans la deuxième partie du show. Et à cause des trains et tout ça, il y a des gens qui étaient partis. Et comme elle passait dans la deuxième partie du show, elle avait entre guillemets, elle aurait eu le droit, mais elle devait éviter de sortir pendant l'entracte, entre guillemets, pour que les gens la découvrent seulement quand elle monte sur scène. Et quand elle a enfin pu sortir pour aller rencontrer les gens, ben, il y avait plus beaucoup de monde, malheureusement, pour admirer tous ces détails qu'elle avait fait. J'étais tout gêné pour elle, et puis tout triste, parce que c'est vrai que il y avait eu beaucoup de peine pour ça, et puis il n'y a pas autant de monde que ce qu'on aurait voulu qu'ils l'ont vu, quoi. Mais par Mais rapport en à... attendant, Pardon, continue. non, j'allais dire, mais en attendant, c'était une très bonne expérience pour moi parce que j'avais pas j'avais pas cette notion de la réalité. Et sur le coup, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui aurais dû mieux anticiper, qui aurais dû réfléchir au déroulement de la soirée. Et je me suis rendu compte que le plan de scène, l'organisation de la soirée, c'est pas uniquement important pour se dire, ah, je passe là. C'est aussi important pour se dire, en fait, ça va avoir une réelle incidence sur la prestation et sur la manière dont je vais le présenter. Mhm. Complètement. Et puis aussi ce que tu as après, est-ce que tu as un show, est-ce que tu as deux performances, est-ce que tu as une performance? Parce que tu peux pas faire toujours le même make-up. Est-ce que tu vas pouvoir modifier ton make-up entre-temps, entre tes deux performances? Enfin, il y a tellement de paramètres et ça tu peux l'apprendre uniquement avec l'expérience. C'est Mhm. clair. Mais pour rebondir un peu par rapport à quelque chose que tu as dit, je vais passer à autre chose que le make-up du coup. Mais le fait que tu disais, j'ai pas pu sortir, enfin, tu disais Sharon n'a pas pu sortir du coup de la salle pendant avant l'entracte en fait ou pendant l'entracte. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui est important qu'on a tendance à pas forcément penser au tout début quand on commence parce qu'on se dit on fait déjà tellement d'efforts et tout. On se dit, voilà, je vais me faire plaisir, faire ma performance sur scène. Après, je vais aller boire un verre avec le public, avec les gens qui sont là, discuter avec les gens et tout. Mais au final, on se dit, je vais passer un bon moment. Mais de base, on est là pour le public. Du coup, c'est clair que ça peut être un petit peu frustrant des fois parce que suivant les salles où on se retrouve dans des loges qui sont petites. Il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde. C'est pas forcément bien éclairé, ce genre de choses. Et c'est clair qu'il faut faire avec, quoi. C'est un truc qui veut un petit peu surprendre parce quand on voit à la télé, elles ont des énormes boudoirs avec des lumières, des spots de tous les côtés. C'est parfait pour se maquiller, ça. Mais dans la réalité, en général, quand on arrive à notre première prestation, c'est pas ça. Une fois avec Ben, tu te Elissa, rends... on s'est même maquillé dehors. Mais c'était Oui, on hyper était cool. là. C'était hyper cool, mais on s'est maquillé dehors, quoi. C'est vrai que ça avait quand même fallait un peu adapter en fonction de ça. Mhm. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc qui est toujours étonnant parce qu'on a l'habitude au début de se maquiller chez soi avec des conditions qu'on estime bonnes et tout d'un coup, tu arrives à l'arrière d'une scène où c'est assez sombre, où t'as pas forcément la place que tu veux, où tu peux pas t'organiser comme tu veux et ou alors tout l'inverse par rapport à vous deux, à Antea et à Elissa qui ont dû se préparer dehors avec une lumière naturel qui peut complètement fausser la vision, le retour miroir qu'on a du make-up qu'on est en train de faire. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai tendance à tirer les rideaux pour assombrir un petit peu la pièce Mhm. quand je me maquille chez moi, parce que je déteste avoir le retour de la lumière réelle, parce que ça va mettre en avant tous les défauts de ton make-up. Tu vas te concentrer sur des détails qui n'ont absolument aucune importance, et Mhm. tu vas perdre énormément de temps pour rien. C'est clair. Et puis, je pense je vais juste rajouter quelque chose avant le make-up parce qu'on a déjà parlé beaucoup de make-up. Ce serait cool si on pouvait parler des performances, mais il y a aussi un autre truc, c'est que le make-up, il n'y a pas de make-up qui est faux ou qui est juste. Il y a le make-up qui te plaît, que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire un make-up féminin, tu le fais. Si tu as envie de faire un make-up complètement rien à voir comme Effie, mère de la masquisse, ma maman, tu fais n'importe quoi. Tu as envie de te peinturer la face en bleu, tu le fais. Il n'y a pas de limite. Le truc, c'est que juste qu'il faut faire ce dont tu as envie et essayer. Mhm, tout à fait. Et c'est très bien ce que tu dis parce que c'est en essayant et en se disant, allez, j'ai envie de faire un truc vraiment complètement what the fuck, rien à voir avec ce que j'ai fait d'habitude. Et c'est là qu'on découvre des nouvelles choses et qu'on se dit, ah, mais ça, je pourrais utiliser d'une autre manière. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour le make-up, mais ça vaut aussi pour les habits. Il faut Mhm. vraiment, dans le drag, c'est un mot d'ordre, quoi. Dès le début, il faut pas avoir peur d'être ridicule.
Faut juste se préparer un peu en avance, essayer les choses à la maison ou avec des amis dans des environnements safe. Et à partir du moment où voilà, on se dit bah peut-être ce que j'ai essayé de porter à la maison, l'outfit que j'ai essayé de mettre en place, il est dégueulasse, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose le jour où je vais aller sur scène et puis ça va être joli. Mhm. Mais on apprend toujours Et puis, quelque chose. C'est jamais perdu de s'entraîner. pour l'outfit, il y a un truc que j'ai envie de dire et que j'ai souvent dû faire par moi-même. Euh, Ça veut dire, des fois, tu essaies une première fois une tenue, puis tu te dis, ça va pas, c'est trop simple, ça va pas avec la silhouette. Euh, Moi, je dois souvent me battre avec plein d'avis à gauche, à droite, et revenir au final, me dire au final, en fait, ce qui compte, c'est mon avis. Moi, je vois les choses comme ça. Mhm. J'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon avis, en mon style. Et au final, il y a plein de choses que j'aurais pas sorties telles quelles si j'avais écouté trop de monde à côté. Des fois certains looks que je présentais, euh, ça vise personne en particulier et en même temps tout le monde, mais des looks que par exemple je nous ai présentés dans notre groupe à nous où on m'a dit bof, je suis pas sûr. Et au final, je me suis dit, bah moi en fait, je suis convaincu, je suis mon idée. Il faut certes écouter les petits conseils, ça veut dire souvent accessoiriser un peu plus ou c'est souvent des détails qui font qu'une tenue bof Mhm. peut devenir une tenue où tout d'un coup on va dire en fait waouh. Par exemple, un shooting récemment où j'ai mis une sorte de djellaba de mauvaise qualité et j'ai intégré plein d'éléments, des cornes, un masque à gaz, etc. C'est des trucs que si tu les mettais séparément, tu te dis non, là ça va pas du tout. Et tout mis ensemble, eh ben ça te donne une tenue que moi j'ai adorée. Mhm. Mais c'est clair, c'est comme ça que ça marche, hein. Récemment, j'ai ressorti avec Elissa pour un live sur Twitch une tenue qui était celle de mon deuxième show. Et je m'étais dit, j'ai envie de lui donner une rédemption à cette tenue et j'ai pu en faire quelque chose de vraiment chouette, alors assez simple, mais aussi avec un look du coup beaucoup plus intéressant que la manière dont je l'avais porté la première fois. Mhm. Et ça, il n'y a que l'expérience et l'essai, et puis pas avoir peur, et surtout de savoir que peu importe comment tu fais, il n'y a pas de faux ou de juste, il y a peut-être que ce serait mieux comme ça, et peut-être que ce serait moins bien comme ça. Mhm. Au final, faut se faire confiance. Voilà. Et puis, je C'est dirais clair. peut-être pour clore avec le make-up, donc on est toujours sur comment débuter le drag. Alors, Mhm. comment débuter le drag au niveau make-up? Après, ça m'appartient, hein, je laisserai les filles dire derrière. Donc, comment commencer le drag au niveau make-up? Regarde autour de chez toi. T'as quoi? T'as Kiko, t'as Marionneau, qu'est-ce que t'as comme type de boutique? Primark aussi, pourquoi pas? J'en sais rien. Regarde un peu ce que t'as autour. Et puis, regarde un peu sur YouTube. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais. Ah, bah, cette palette, elle est cool, elle est hyper belle, les couleurs sont bien. Ah, est-ce qu'il y a un crash test de cette palette? Ah, cette marque de rouge à lèvres, elle a l'air sympa. Est-ce qu'il y a un crash test ou un essai d'une maquilleuse ou d'une autre drague qui a regardé ce make-up-là? Et puis, sélectionner, par exemple, avant on parlait de Kiko. Moi, j'adore chez Kiko, c'est leur rouge à lèvres. Mhm. J'achèterais peut-être pas forcément des Mhm. fards chez eux ou du liner. Le liner, moi, j'ai un gros coup de cœur chez NYX Cosmétique, par exemple, NYX Professionnel Cosmétique. Mais voilà, Kiko, j'ai sélectionné les lèvres. NYX, j'ai sélectionné le liner. Jeffree Star, les palettes. Et puis d'autres marques, l'highlight. Et puis un peu faire un pêle-mêle de tous ces éléments dans différentes marques à budget bas, à moyen ou élevé, suivant le budget qu'on a, bien sûr. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai autour de chez moi pour essayer de faire quelque chose qui pourrait me convenir au niveau make-up. Donc voilà, c'est juste un peu pour recentraliser sur comment débuter vraiment au niveau make-up et comment se repérer dans ce monde infini du Mhm. make-up et des cosmétiques. Et puis si on part sur les performances maintenant, euh, ça, c'est peut-être la question parce qu'avec les réseaux sociaux et tout ça maintenant, est-ce qu'une drague doit pouvoir performer? Alors, alors, je pense que c'est une grande question. Je pense qu'il y aura plein d'avis différents. Moi, j'ai pas d'avis hyper tranché sur la question. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs types de drag queen et autres. Euh, je pense que c'est compliqué de répondre. Moi, avec mes tripes, j'ai envie de dire oui. Euh,
mais j'ai plein d'exemples, que ce soit proches ou moins proches via les réseaux sociaux, qui me font dire, en fait, je sais pas. Le drag est une performance en soi déjà à la base. Tout à Oser fait. faire du drag, c'est une performance pour mettre les choses très plates. Mais mon avis là-dessus, c'est que on l'a vu dans RuPaul's Drag Race, toute saison et toute édition confondue, les Insta Queens, malheureusement, donc celles qui sont surtout sur Instagram et qui performent peu, elles font jamais très long. Mhm, Pas mhm. toutes, hein, il y en a qui Mhm. sont allés plus loin dans la compétition, mais il n'y a jamais eu d'Insta Queen qui a gagné. Qui ont gagné, c'est des comedy queens, c'est Alors, il y a des look queens très défilés, mais qui sont aussi d'excellentes performeuses. Si on prend Violet Chachki, par exemple, qui est une performeuse incroyable au niveau Mhm. cabaret, maintenant, elle a un peu Oui, revu son drag. À la base, c'était une look queen et puis une queen de défilé, Violet Chachki. Et maintenant, au niveau performance artistique purement cabaret, Vegas, c'est une référence, je pense, dans ce qu'elle fait. Après, Mhm. bon, je sais pas ce qu'elle fait avec son corps pour être aussi souple et pouvoir faire ces choses qu'elle fait. Moi, je pourrais jamais faire ça. Mais je pense que être une drague à la base, c'est une performance. Après, monter sur scène, je pense que chacune aurait son avis là-dessus et c'est normal. Moi, je pense que c'est important d'essayer quand même. mhm. C'est une grande partie du taf. Après, voilà, bah, y en a qui sont pas à l'aise de danser. Peut-être qu'elles vont chanter. Il y en a qui vont faire de la musique. Il y a un peu tout qui est possible. Il y en a qui font du stand-up. Je pense que c'est cool. Enfin, je dis pas, j'ai beaucoup de respect pour les queens Instagram qui te font des looks et des maquillages absolument sublimes avec des mises en scène incroyables. Franchement, respect. Mais c'est vrai que je trouve vraiment cool d'avoir toujours plusieurs cordes à son arc et puis d'avoir un petit quelque chose que tu peux présenter à tes shows. Ça donne un petit peu de substance en fait au personnage, je trouve. Mhm. Je te Mhm. rejoins énormément sur un point par rapport à la scène. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire du drag, et je parle scène, mais au sens très large, aussi de l'animation de soirée, aussi vraiment au sens performance large du terme. Euh, en homme, je suis quelqu'un qui est pas du tout sûr de moi quand je danse. Je suis très souple, j'ai des mouvements. Bah d'ailleurs, avec Missa, on appelle ça la danse spaghetti. Euh, Je pense que c'est assez parlant. J'ai des mouvements qui sont beaucoup trop souples et du coup, en homme, je me sentais pas du tout à l'aise sur entre guillemets une piste de danse ou même sur une scène pour faire de la danse. Et en drague, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je trouve mes mouvements beaucoup plus harmonieux et j'aurais jamais pensé ça à la base. Je me Same. rends compte que je peux danser. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui était un énorme handicap parce que j'osais pas aller en boîte, j'osais pas aller en soirée, en disco ou autre, j'osais pas aller danser, j'osais pas me dire maintenant je me lâche, j'y vais. Et en drague, c'est quelque chose que je me suis permis et au final, je me suis rendu compte que avec mes propres critères, eh ben, je suis pas si mauvaise. C'est toujours des critères personnels, hein, mais je me rends compte Mhm. que personnellement, je me sens pas si mal à l'aise. J'y vais, et c'est quelque chose que j'ai découvert à la Dragatoloise, notamment, où je me suis lâché. J'étais pas forcément hyper satisfait du résultat au final, mais je me suis permis quelque chose que je me permettais pas en homme. Et du coup, depuis que je me permets ça, je me sens beaucoup plus à l'aise, aussi par rapport à mon corps. Ça veut dire que le fait de me permettre de me lâcher puis de me dire, au final, je suis pas si ridicule que ce que je pensais, eh ben, ça me donne de l'assurance. Clairement. Ben, en fait, tu Entièrement vois, d'accord, sentiment partagé. mais moi, Oui, pareil. c'est clairement, en fait, tu vois, moi, je veux dire, enfin, tout drag est valide de toute façon, et du coup, si t'as envie de faire que du drag sur ton petit Instagram, ok, cool, c'est chouette. Mais après, au bout d'un moment, c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais après? Tu grandis pas, tu évolues pas, et moi, je vais vite t'oublier, en fait. Et si tu veux vraiment avoir une chance dans cette industrie qui est déjà, bah, qui est le show business, mais en plus qui est à l'intérieur du show business, un marché de niche qui est le drag, si Mhm. tu veux vraiment avoir une place et si tu veux vraiment trouver ta place dedans, à un moment donné, je pense qu'il va falloir performer.
peu importe quoi que ce soit, hein, que ce soit du chant, ça peut être performé, bah, comme tu as dit, ça peut être hosté, enfin présenter des soirées, ça peut être du chant, de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être, tout est possible et imaginable, tout est possible, tout ce qui se fait sur scène peut être fait en drague. Mais il faut être conscient et puis il faut pas avoir peur qu'à un moment donné, moi je dis, c'est quoi l'après quoi? Au final, si tu restes, bah, tu as parlé de RuPaul's Drag Race, mais on le voit en règle générale, les drags qui ne performent pas un minimum ou qui n'ont pas une personnalité ou un personnage bien défini et puis qui rentrent en contact et qui évoluent et qui essayent de nouvelles choses, bah, elles disparaissent assez vite, hein. D'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit que j'avais envie de poser à toutes, puis au final, après y répondre moi-même. Euh, Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous dans le drag? Pas Mhm. forcément pour débuter, mais qu'est-ce qui pour vous est un peu les racines? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez drag? Hmm. Il y a plusieurs éléments. Alors moi, du coup, j'ai envie de dire la performance, parce que c'est ça qui Mhm. m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de voir dans une drague. Si le make-up ou les outfits sont pas géniaux, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des émotions, c'est du wow, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de passer un beau moment, j'ai envie d'être diverti. Cependant, ce que je trouve aussi important, et ça fait débat même au sein même de la communauté, c'est qu'il y a l'aspect tout politique activiste de l'histoire du drag, qui est pour moi aussi une part Mhm. extrêmement importante du drag, et que même si tu rentres pas forcément dans le drag par le côté activiste, par ce côté-là, je trouve que le fait de savoir et d'être conscient d'où tu viens, d'où vient le drag et à quel point c'est politique, parce que tu es quand même une personne qui fait quelque chose où dans certains pays, et puis même en Valais, tu as des personnes qui se font tabasser juste parce que tu mets une perruque et des talons. Je veux dire, c'est pas rien. C'est quand même un statement, c'est quand même quelque chose. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même un aspect très important de ce que je fais, d'avoir cette partie activiste. Mhm. Ou en tout cas, d'en être conscient, tu vois. Même si t'es pas, je veux dire, je veux bien comprendre parce que tout le monde n'a pas forcément le langage, les connaissances, le temps, l'énergie de s'intéresser vraiment à tous les concepts LGBTQIA+, à l'histoire du dragon en profondeur. Ça me dérange pas, mais être conscient qu'on est politique et d'où vient le drag, d'avoir les bases, je pense que c'est important. Mhm. Euh, pour moi, bah, je sais pas si tu voulais Mhm. t'exprimer avant, Théa. Vas-y seulement, je dirai ce que j'ai à dire après toi. Ça marche. Pour moi, qu'est-ce qui est du coup, tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qu'en fait, Stéphanie de qu'est-ce Monaco. En fait, la question, c'est un petit peu qu'est-ce qui est l'aspect le plus important? Qu'est-ce qui fait vous sentir drague? Ah, alors, j'ai deux aspects principaux qui me concernent directement et qui concernent les autres aussi. Pour moi, c'est me sentir exister par une performance et transmettre quelque chose à, à quelqu'un et puis m'assumer en tant que personne dans la vie de tous les jours aussi out of drag. Le drag, pour moi, c'est vraiment un outil d'expression in- incroyable. Il y a des choses que tu te permettrais jamais de dire ou de faire out of drag. Je vais pas dire en homme, hein, parce qu'il y a des drags femmes, il y a des drags de tout type hein, et de tout genre, comme on disait tout à l'heure. Donc, quand tu es out of drag, pour tout type de personnes qui se cachent en dessous de tout ça, euh, c'est de pouvoir te sentir et exister par des choses qui sont, voilà. C'est ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis moi, j'adore, dans mes shows, après, il faudrait peut-être que je me canalise un peu par rapport à ça. Quand je monte un show, j'ai toujours envie de raconter une histoire. Mhm. Ça, c'est un peu mon aspect aussi principal. Et mon deuxième aspect, je suis une personne extrêmement généreuse sur tout point de vue et pouvoir être généreuse sur une scène et partager aux gens et faire vivre des moments uniques aux gens. Pour moi, ça, voir le sourire sur le visage des gens, ça me fait exister en tant que drague et c'est pour ça que
je pense que je suis pas prêt d'arrêter et puis que le Covid, je lui tire un gros sac parce qu'il me fait chier. La scène, ça me manque, j'en ai fait qu'une, mais c'était tellement incroyable que j'ai envie d'y retourner, quoi. C'est cet échange avec le public et puis tout ce qu'on peut offrir aux gens. Il y a des gens qui sont dans des périodes qui sont pas bien, qui disent, ah ben, viens, on va à un show drag, ça te changera la tête. Oh non, je sais pas trop. Mais oui, vas-y, tu verras. Et puis, c'est cette personne-là, à la fin du show, qui vient puis qui dit, mais j'ai passé une semaine de merde. Mais merci d'exister et puis d'avoir fait cette performance et d'avoir fait ça sur scène. Tu m'as ébloui ma semaine. Et moi, j'adore partager avec les gens sur tout point de vue. Si je peux, je donne. Mhm. Voilà. Du coup, pour raccrocher, moi, c'est très proche de Mista aussi. Ce que je pense, c'est que ce qui me fait vraiment sentir drag et que j'aime dans le drag, c'est vraiment cette vibration que tu as avec le public au moment où tu fais ta performance. Ça se ressent. Il y a vraiment toujours un moment dans la performance où tu te dis, là, c'est bon, le public, il est avec moi et je suis en train de leur donner quelque chose et en même temps, eux, ils me donnent quelque chose. Et c'est vraiment une sensation qui est unique, que tu ressens que pendant tes performances, mais c'est hyper excitant, c'est vraiment incroyable. Et après, ce que j'aime trop, c'est vraiment avoir le retour avec les gens, de pouvoir un peu débriefer sur le truc et ils disent, ah, c'était toi qui as fait la deuxième performance, j'ai vraiment kiffé, moi ça m'a évoqué ça, puis de discuter de ça, d'échanger. Et puis ce que je trouve, pour moi le petit highlight, c'est quand il y a des gens qui sont pas du tout dans le milieu, par exemple des amis de personnes LGBT ou comme ça qui viennent ou des copains, copines de fans de drague qui viennent au show et qui disaient, ben tu vois, je pensais que j'allais m'ennuyer ce soir et en fait j'ai vraiment découvert quelque chose et j'en ai appris plus sur la communauté et tout. Et pour moi ça c'est très politique en même temps et c'est vraiment des moments de partage qui sont hyper incroyables et pour ça je me réjouis aussi tellement de retrouver la scène, ça me manque, c'est terrible. Mhm. Alors moi, je vous rejoins sur plein de trucs, mais j'avoue que si je devais mettre quelque chose à la place numéro une, moi, c'est surtout là où je m'amuse le plus, et c'est pas le make-up, contrairement à ce que plein de personnes pourraient penser, c'est toute la construction du personnage. Mhm. Moi, je m'amuse énormément. C'est presque un côté plus en amont. Alors, je m'amuse énormément en soirée comme vous, hein, mais moi, j'adore réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec mon personnage, où je vais l'amener, vers quoi j'ai envie de tendre, vers les looks, vers plein de choses. C'est presque là, en fait, où j'ai le gros kiff, c'est tout d'un coup d'arriver au point où je commence à me mettre dans le personnage, puis de me dire tout le job que j'ai fait en amont à réfléchir, à où je vais aller, ben, c'est arrivé à ça, j'arrive à sortir ça, et je suis très fier en fait quand j'arrive à sortir quelque chose de tout ce que j'ai pensé plus tôt, parce que je suis quelqu'un qui a énormément de peine à aboutir, à accoucher d'un projet. Je suis quelqu'un qui est énormément dans ma tête, et arriver à la fin, mettre naissance à quelque chose, j'ai une fierté énorme en fait quand j'arrive à ce moment-là. Et je suis quelqu'un peut-être d'un peu moins ouvert socialement que le reste du groupe, peut-être, hein, je dis, là, je présume peut-être un petit peu, mais je vais un peu moins, peut-être à la recherche des gens, mais moi, c'est vraiment au niveau personnel, au niveau, comment dire, peut-être un petit peu égoïste, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai le plus de fierté. Après, moi, c'est vrai que je suis comme vous, ça me manque énormément cet échange avec les gens, ça me manque énormément ces soirées, ça me manque énormément de pouvoir présenter quelque chose dont je suis fier. Bah, merci pour tout ça. Et là, il y a une question de Le Monde de Cassis qui est très intéressante que je vais lire. Mais est-ce qu'on peut tâtonner dans le drag, prendre ce qui nous convient, laisser le reste, quitte à ce qu'au final, on ne soit pas vraiment considéré comme drag, mais, euh, en, mais en ayant trouvé ce qui nous convient? Ben, moi, je répondrais que tu fais ce que tu veux, en fait. Parce qu'il n'y a pas de Mhm. juste, il n'y a pas de faux, et le drag est de toute façon transgressif. Et donc, de toute façon, c'est dans la nature même du drag que de faire complètement à l'ouest. Il y a par exemple, je vais noter dans le chat,
le truc, un style de drague qui s'appelle Tranimal, qui est un style de drague complètement rien à voir, qui part à l'ouest et qui est valide. Et qu'il y a beaucoup de drag queens qui ne supportent pas ce style de drague. Et puis c'est leur problème, mais ça ne dit pas que ce drague est moins valide. Donc moi, ce que je te conseillerais le monde de Cassie, c'est de trouver les gens autour de toi le plus possible qui comprennent ce que tu fais, dans quelle direction tu veux aller. Et toutes les personnes qui ne veulent pas comprendre ce que tu veux faire ou qui ne comprennent pas dans quelle direction tu veux aller, bah, en fait, il faut juste les laisser tomber, quoi. Je pense que la seule personne qui peut dire si tu fais des dragues ou pas, c'est toi-même. Mhm. Je pense que quand tu fais du drag, d'une certaine manière, tu dois être égoïste, comme je disais avant, parce que au final, la vie qui compte le plus, c'est le tien. Euh, et de toute façon, le monde du drag, c'est un monde où nous, on a de la chance. J'avoue qu'on est assez privilégié dans le cercle qu'on a. Mais le drag, c'est forcément un monde où tu vas te heurter à de la jalousie, où tu vas te heurter à un peu de mesquinerie, un peu de shady, mais pas forcément méchant. Mais au final, tu dois te dire que si toi, tu te sens drag, eh ben, c'est valide. L'avis Mhm. des autres ne compte pas. Le seul critère, je pense, où il faut faire attention, c'est le côté safe. C'est ce qu'on disait avant, c'est ce que Elissa a évoqué. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est se dire, OK, ce soir je sors, ce soir j'ai envie de présenter un look, que je me considère drag ou pas, peu importe, mais il faut faire attention où tu sors Mhm. et avec qui. C'est pour ça que je pense que au final, l'apport des familles drag, là où il est le plus important, c'est de pouvoir présenter un lieu safe, un endroit où non seulement tu seras safe au niveau physique, ça veut dire que tu ne risques pas de te faire agresser, mais aussi au niveau psychologique, ça veut dire que on va pas te rabaisser. Mhm. Et je pense que là, c'est le plus important et je pense que c'est peut-être le plus difficile au début. Et c'est pour ça, c'est aussi important de prendre contact avec les drags de ta région parce que c'est elles qui connaissent le mieux cette région, qui savent où tu peux sortir, qui vont t'aiguiller, qui vont te dire là tu peux sortir, c'est une soirée safe, tu n'auras pas de problème. Parce que sortir de prime abord sans connaître le milieu, ça peut être très dangereux. Mhm. Et Après, très tu te sens, difficile psychologiquement. oui, aussi, mais c'est clair. Et après, faut que tu vois que tu sortes, quand tu sortes avec les bonnes personnes et puis que tu te sens safe avec le cercle d'amis que tu es. Et typiquement, une petite anecdote, euh, à part, je sais pas si tu veux la raconter toi, l'anecdote de Zurich en théâtre. Je peux, mais disons que, enfin, ouais, on était sur le point de se rendre le 1er août à une soirée à Zurich. Moi, j'ai pas l'habitude de sortir dans les grandes villes. Et voilà, j'étais en drague et je devais retrouver Elissa qui était en train de se préparer à son hôtel. Et j'étais avec mon copain. Et puis, on était en train de patienter à proximité de son hôtel. Et c'était une rue qui était quand même assez fréquentée. Et en fait, le truc, c'est que voilà, moi, j'étais habillé assez court et puis assez sexy quand même. Et puis, Oui. il y avait une prostituée qui était un petit peu plus loin. Et j'ai remarqué qu'elle me regardait un petit peu de travers. Alors déjà, j'étais pas à l'aise parce que j'ai eu quand même pas mal de gros lourdeaux qui sont venus me faire des commentaires. En plus, je parle pas bien suisse allemand, du coup, je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient. Et au bout d'un moment, j'ai vu que vraiment cette femme, du coup, elle est venue vers moi d'un pas énervé. Et puis, bah voilà, je pense que elle m'a pris pour une femme, du coup, et puis elle a dû penser que j'étais sur son, comment dire, sur son territoire de travail, en fait. Et elle est vraiment venue vers moi d'un pas très agressif. Et c'est vrai que j'étais quand même assez paniqué sur le coup. Du coup, je suis allé mettre vraiment plus loin pour lui montrer que non, j'empiétais pas et puis que voilà, enfin, avec tout le respect que j'ai pour elle, quoi, que absolument pas. Et puis je suis allé me mettre dans un coin un peu caché en attendant Elissa, mais c'est vrai que ça a pas duré très longtemps, c'était un petit quart d'heure, mais franchement, c'était éprouvant pour moi parce que j'ai vraiment eu peur à la fois de tous les hommes qui étaient autour et à la fois d'avoir des problèmes avec cette personne, alors que c'était pas du tout dans ce sens-là, quoi. Se Et voilà, protéger soi je voulais, d'abord. Comment? ouais, c'est Se ça. protéger soi d'abord. Exactement. Et là, Et j'étais vraiment content d'être avec mon copain qui m'a rassuré, qui m'a dit, mais t'inquiète pas, il va rien se passer.
je suis là pour toi, je vais pas te lâcher et tout, parce que franchement, si j'avais été toute seule, ça aurait été vraiment, vraiment difficile et je pense que je serais allé me cacher quelque part. Mhm. Voilà. Et en fait, je voulais qu'Anthea raconte cette anecdote pour exposer le fait que quand on sort en drague dans la rue, en général, de nuit, hein, c'est très rare qu'une drague sorte de jour, en tout cas en Suisse, sauf s'il y a une pride ou quelque chose, mais pour exposer que le danger, entre guillemets, quand tu es en drague, ne vient pas forcément d'où tu pourrais penser. Mhm. Parce que une fois, on était dans une soirée où on animait dans un bar sur le canton de Neuchâtel avec Sharon. Et c'était un bar très fréquenté par les personnes, disons des personnes typées et d'ethnie qui, pour nous, de préjugés, hein, certainement, n'aimaient pas ce qu'on faisait parce que c'était contre leurs principes. Et Sharon s'est encoublée dans les escaliers parce que son talon s'est coincé entre les deux marches et il restait encore 4 ou 5 marches avant d'être au sol. Et c'est une personne d'une ethnie où on se disait, oh là là, mais c'est pas trop qu'on aille, si on anime vers les personnes qui sont OK avec ce qu'on fait, puis pas aller les embêter, eux, parce que c'est leur choix de pas aimer. Et c'est une personne comme ça qui est venue et qui a tendu les bras pour rattraper Sharon qui allait tomber. Si cette personne n'était pas venue rattraper Sharon, on appelait le 144, vu le nombre de marches qui restait à faire. Mhm. Donc, Ouais, et voilà, vas-y. cette personne m'a pas uniquement rattrapé, elle m'a rassuré, elle a été gentille, elle a été tactile, en plus tactile au bon sens du terme, hein. J'entends tactile, j'entends, elle m'a rassuré, elle m'a caressé la main, elle m'a dit ah ça va, tu t'es pas fait mal, et du coup c'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs j'ai presque eu les larmes aux yeux à ce moment-là parce que euh, c'était un groupe vers qui je me disais franchement je vais pas aller parce que je me sens pas accueilli. Je vais les laisser dans leur coin. En plus, c'est un groupe qui se mêlait pas au reste de la soirée. Et du coup, j'ai été très agréablement surpris. Et effectivement, autant des choses négatives peuvent venir de là où on s'y attend pas, autant des choses positives peuvent venir de là où on s'y Mhm. attend pas Mhm. forcément. Et Complètement. pour ça, il faut rester avec une attitude accueillante. Je dis pas qu'il faut être niais, loin de là, mais il faut rester assez accueillant avec tout ce qui peut arriver. Clairement, clairement. Est-ce que vous permettez que je change un petit peu le sujet? Mais vas-y, fais ça, hein, Vas-y. vas-y. Parce que je me dis on a déjà fait un petit moment à discuter de pas mal de choses, mais il y a une chose qui pourrait être intéressante pour des personnes qui s'intéressent vraiment à commencer le drag, bah, prochainement, disons, si les conditions sanitaires le permettent évidemment. C'est bah, comment on fait en fait pour avoir accès à une scène. Mhm. Il Et y a je une pense maison qu'on a drague aussi. comment? Il y a une maison drague aussi. Comment on trouve une mère drague? Voilà, mais peut-être voilà, dans un premier temps, Ouais. comment on fait pour avoir accès à un endroit où on a le droit de performer? Se renseigner, Internet, Google, chercher et aller sur place, rencontrer des gens et ensuite sortir le plus possible dans les endroits drague où il y a des soirées drague où tu te sens safe. Sortir en drague dans ces endroits-là tout en prenant soin de toi, bien sûr, comme on l'a dit avant. Et puis Mhm. de venir régulièrement et puis de rentrer en contact et de tiper en fait, de participer, de donner de l'argent aux dragues aussi, de venir au show, de payer, de soutenir et puis peut-être de juste aider un petit coup si d'un coup il y a une drague qui demande ah, tu peux juste m'aider à repositionner ma perruque, etc. Puis petit à petit, au fur et à mesure de rencontrer des gens, ben on trouve des gens qui vont venir nous aider et puis, puis après on peut poser la question ah mais j'ai envie de performer, est-ce que tu connais un endroit où je pourrais le faire? Mhm. Moi, j'ai un conseil quand on prend contact avec une drague. Malheureusement, Elissa, je t'en as fait énormément les frais et d'autres dragues aussi. Quand on rentre en contact avec une drague, par exemple, via les réseaux sociaux, Mhm. il faut pas se présenter comme une groupie. Je pense qu'il faut être franc, dire, écoute, je suis intéressé par l'art que tu fais. J'aimerais par la suite moi-même pouvoir peut-être avoir un projet dans ce sens-là. Je pense il faut jouer carte sur table au final. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un t'écrit, et puis que c'est la 10e du jour qui t'écrit salut, comment ça va? C'est magnifique, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des compliments, mais au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, euh, c'est le 10e message que je reçois comme ça. Est-ce que j'ai envie de prendre du temps
pour répondre pour une discussion qui va tourner autour du pot et où on va jamais aller là où la personne aimerait aller. Donc, moi, j'aime bien quand on écrive, qu'on soit direct. Écoute, ça m'intéresse. J'aimerais par la suite, pourquoi pas, commencer à faire une scène et entrer en contact dans ce sens-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Elissa, parce que de ce côté-là, t'as beaucoup plus d'expérience, en tout cas que moi. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de ce point de vue-là? Alors, c'est un peu délicat parce que le problème, c'est que je peux pas aider tout le monde. Je peux Ouais. pas, je peux pas être la mère de tout le monde. Je peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Et du coup, je suis obligé de faire un choix. Et chez moi personnellement, il est très restrictif. J'ai qu'une seule fille et pour l'instant, je compte pas en adopter une autre. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, et que surtout aussi que souvent par message, c'est difficile de savoir à quel point la personne elle est motivée, à quel point la personne aussi Mhm. elle est bienveillante et elle comprend pourquoi elle veut faire du drag, qu'est-ce que c'est du drag. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues sur ma page pour me poser et de ce dont elle me parlait, en fait, elle me parlait de transidentité, puis elle croyait que j'étais une personne trans, alors que c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas, ça n'a rien à voir. Et du coup, par message, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai toujours une très grande réserve par message et par réseaux sociaux quand c'est des personnes qui habitent pas dans ma région. J'ai une très grande réserve pour me protéger moi, mais aussi protéger la personne qui est en face. Parce que après, je vais pas forcément pouvoir donner ce que j'ai pu donner à Antea. Et moi, Mhm. moi, mon rôle de mère, je le prends sérieusement et je veux pas le faire n'importe comment. Et du D'ailleurs, une coup, chose à ouais. savoir, pardon. Et puis, juste une chose, c'est que et puis aussi, c'est pas parce qu'on demande de l'aide à une drag queen qu'elle va le donner. Et que souvent, moi, Ouais. ce que je réponds, c'est écoute, c'est cool, tu fais du drag, ok, t'as déjà testé, t'as fait des make-up, ok, ben du coup, viens une drag atoloise en drag et on en reparle. Parce que comme ça, quand la personne vient en drag à une drag atoloise, je vois où en est la personne, à quel point elle est motivée et j'ai déjà un contact, je peux parler avec cette personne, je peux sentir cette personne et puis je peux voir si cette personne, elle a vraiment quelque chose et puis si elle a vraiment envie de rentrer sur scène ou pas. Le contact D'ailleurs, en personne est hyper important pour ça. C'est vraiment Mhm. de commencer à se faire un nom, d'aller, de montrer sa présence, de montrer sa motivation. Il faut être régulier. C'est pas en prenant contact par message, ça s'organise pas sur Instagram. Il faut se rencontrer, il faut aller discuter. Et c'est vraiment comme ça. On va d'abord essayer enfin, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer, c'est d'abord, voilà, va à la rencontre, hésite pas, pose des questions, discute. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je connaissais pas des drag queens, je suis allé demander des conseils. Mhm. Et voilà, alors j'ai pas gardé contact avec toutes, de loin pas, mais c'est comme ça que j'ai commencé à me faire ma place dans les lieux où il y avait des drags. mhm. D'ailleurs, je pense que en tout cas en Suisse et de la petite expérience que j'en ai, le chemin classique pour devenir la fille ou pour être adopté, soit dans une famille, soit par une mère drague, contrairement à ce qu'on pense, ça passe pas directement par le drag. Je pense que ça passe en premier lieu au niveau personnel. Ça veut Mhm. dire que autant pour Missak, pour moi, on est d'abord devenu amis avec la famille, la maman drague, et c'est ce qui se passe de notre côté aussi avec potentiellement des filles en gestation, c'est que d'abord, ça passe par la case amis. Avant de Mhm. passer par, c'est pas uniquement du drag et c'est pas, entre guillemets, juste ça. Mhm. Puis vraiment, pour revenir quand on écrit à une drague, comme Sharon le disait avant, faut éviter les messages du genre, tu veux devenir ma mère drague? Ah, Non, Je sais pas si qui je c'est. veux devenir, si je veux devenir ta mère drague, déjà, ça se passe pas comme ça. Alors, t'es chou, t'as l'air sympa, mais je te proposerais d'être ma fille si je vois un talent en toi et que je sais que je pourrais t'amener quelque part, parce qu'il faut que le fait que je sois ta mère m'apporte aussi quelque chose à moi dans mon univers drague et dans ce que je fais et ce que j'ai à offrir. On peut pas dire Ouais, deviens ma mère d'ailleurs, drague parce que ça marche pas comme ça. Je veux dire, c'est pas voilà. possible.
Et le fait d'être mère drague, peut-être que je présume un petit peu dans le futur, mais c'est pas un échange à sens unique. C'est un échange dans les deux sens. Ça veut dire que Ok. autant la mère drague va grandir avec sa fille, c'est pas uniquement la maman drague qui va donner des conseils. D'ailleurs, on l'a vu, nous quatre, on a toutes une expérience différente, plus longue, plus courte du drag, mais on échange continuellement. C'est pas parce que Elissa est la plus expérimentée que son point de vue, en tout cas, c'est ce qu'elle me fait ressentir et c'est ce que j'aime chez Elissa, c'est pas parce que c'est la plus expérimentée qu'elle a raison et que son point de vue, c'est le meilleur. Au contraire, on échange, on grandit entre nous, on s'échange des tutos, on s'échange des techniques, on travaille ensemble. Par exemple, on commence pas mal à personnaliser nos perruques. Du coup, ça veut dire que j'ai trouvé un tuto là, c'est cool, j'ai essayé cette technique, ça marche pas. De ton côté, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu l'as essayé? Comment ça allait pour toi? Du coup, je pense que c'est un échange avant tout et tout le monde est gagnant dans l'affaire, que ce soit avec une maman drague ou que ce soit avec des collègues drague, des amis drague. Avant tout, c'est un échange. Mhm. Complètement. Ouais, Mais, clairement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment le côté échange. Pour mais, commencer le drag, il faut échanger avec ce qui se passe autour de soi. puis aussi, ça dépend le style, parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai un style de drague qui m'est propre, mais est-ce que je vais pas adopter une fille dont le style de drague, dont je ne connais absolument rien, dont je n'ai aucune, où je pourrais absolument rien apporter. Je serais là, va vers quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider, en fait. Mais Et ça voilà. c'est drôle parce que on l'a vu avec, avec notre mère drague, avec Missa. J'ai très peu de points communs au niveau esthétique avec notre mère drague, et pourtant elle a Mhm. su nous apporter beaucoup de choses. Et pourtant, l'univers vers lequel je tends lui était pas forcément connu, mais Mhm. elle a su apporter beaucoup de choses. Je pense que c'est à voir. euh, Ouais, je pense que ça dépend du feeling avant tout. Ça dépend, voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que c'est pas quelque chose, il n'y a pas de règle absolue. Ça peut être facile, ça peut être compliqué. Voilà. On voit de tout, je pense. C'est au cas par cas, quoi. Co- Comme dans la Mhm. vie de tous les jours, quand on ose, rien n'est impossible. Il faut oser. Typiquement, une courte anecdote parce qu'on arrive vraiment gentiment au bout du temps qu'on s'est fixé. Après, je laisserai bien sûr Elissa conclure, hein, c'est normal, hein, Mhm. voilà. Une petite anecdote. Typiquement aujourd'hui, Camug, donc une drag queen parisienne que j'admire beaucoup par rapport à son esthétique et à l'énergie qu'elle renvoie, elle sortait une vidéo, sa première, c'était la première, c'était aujourd'hui à la pleine vidéo, mais la première de cette vidéo-là, c'était ce matin à 10 heures sur comment débuter le drag. Et je me suis dit, ah ben, c'est intéressant et parce que c'est Elsa qui nous a fait remarquer ça par message en disant, ah ben, quel timing, nous, c'est ce soir. Et j'ai dit, ah ben, je vais faire une capture la vidéo de Cam et puis mettre quel timing en identifiant Cam Hugh. Et puis, ouais, bah, nous, c'est ce soir à 18h30 et tout. Je me suis dit, ben, peut-être que ça va l'interpeller et puis elle va avoir envie de partager. C'est quand même une pointure dans le milieu drague parisien. Mhm. Et ça peut paraître un détail pour les personnes qui nous écoutent, mais cet artiste qui a passé 50 000 abonnés sur Instagram, qui a une esthétique magnifique, un parcours aussi intéressant, nous a reposté dans sa propre story. Donc, en faisant ça, on ose s'attaquer. C'est pas vraiment s'attaquer, mais on ose dire, ah bah tiens, j'admire ce qu'elle fait. Est-ce que si je la mentionne et que je parle d'elle dans ma story, ça l'interpellera, puis ça l'intéressera? Et là, on a vu aujourd'hui que ça l'a interpellée, en tout cas qu'elle a vu cette identification et que ça l'a intéressée, et puis qu'elle nous a reposté pour dire, ah ben regardez ce que font nos collègues suisses, quoi. Mhm. Donc Mais je trouve ça génial. c'est de l'entraide en fait. C'est de Mais l'entraide oui, parce que Mhm. on va pas se leurrer, hein. On va pas se mentir. On est en compétition parce que c'est un milieu qui est show business, c'est un milieu du théâtre, c'est un milieu qui est fermé. Il y a les places sont limitées, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une compétition saine et amicale entre chacun chacune et qu'on peut pas s'entraider. Et que c'est au meilleur et qu'on fasse le mieux possible pour que ce soit la meilleure qui gagne.
Oui. Et les plus méritants, méritantes. Et ça, et ben, moi je pense qu'on ne peut pas savoir qui sera la meilleure, qui aura le plus de succès, on ne peut pas savoir. Et le seul moyen de savoir, ben, en fait, c'est d'aller de l'avant, c'est de s'entraider, c'est de continuer. Et puis de toute façon, s'il y en a même une d'entre nous qui a du succès, ben, au final, ça donne la porte aussi à toutes les autres parce que ça donne de la visibilité aux autres drag queens qui sont tout autour. Mhm. Tout à fait. Voilà, donc je pense que merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions dans le chat. C'était vraiment, vraiment super cool. On a vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Je rappelle que la rediffusion de ce podcast sera disponible donc sur ma chaîne Twitch pendant 2 semaines. Et ensuite, il sera disponible sur YouTube dans 2 semaines, sur ma chaîne YouTube Elissa Fleur. Voilà, et on vous tient au courant pour une prochaine date. Merci d'avoir été là et à tout bientôt. Bye bye. Des bisous. Gros Merci bisous, beaucoup bye d'être bye. là. Tous, bye bye.